Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va visiter le verger de Vincent. C'est un verger qui est situé à 15 km de chez moi, dans les Hautes-Pyrénées, sur le Piémont. Allez, c'est parti! Et alors c'est un coteau, t'es exposé alors comment? Ça c'est un coteau exposé plein sud. Alors cette partie-là c'est les petits fruits. Ouais. Et puis le même coteau toujours exposé plein sud, mais la partie est, elle est consacrée aux grands arbres. Il y a une technique de plantation un peu particulière puisque apparemment tu utilises des bâches. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus sur les bâches? Eh ben, c'est de la toile à talus, toute simple, parce que moi mon installation est en coteau. Donc je peux installer sous bâche, ce qui me permet de me débarrasser des herbes qui ne me conviennent pas au pied de mes fruitiers, sans ajouter de produits bien sûr, et ça me permet de garder une humidité au sol, ce qui fait que je n'arrose jamais ce verger. Je n'arrose pas. Tu as quoi comme écartement là sur les rangs? Alors les petits écartements c'est 1,20 m et les grands écartements c'est au double, je les fais à 2,40 m. Et on dirait que tu fais pas des trous dans tes bâches. Non. Tu mets les plants au bord. C'est ça. Je me mets à la jointure entre deux bâches. Ça me permet d'ouvrir et de refermer les bâches pour faire le désherbage. Ça me permet aussi d'y faire des apports et de refermer les bâches par-dessus. L'idée, c'est pas de se priver des apports, c'est surtout d'éviter la déshydratation des plantes et moi de me faire gagner les arrosages. Et ici, tu as quelle pluviométrie? Bon, on est au pied des Pyrénées, ça doit être même un peu plus que chez moi. C'est plus que chez toi. Toi, tu es à combien? 1500? 1200. 1200. Je crois qu'ici, on est au moins à 1500. Ah oui, donc c'est quand même assez humide. Ouais. C'est beaucoup plus pluvieux que chez toi. Ouais. Comme chez toi, hein, c'est surtout des pluies au printemps. Alors ça, c'est vraiment le miracle de cet endroit-là. On est à un coteau sud alors qu'on est adossé aux Pyrénées. On a de l'eau. On n'a pas de tempête parce qu'on est protégé par la colline. Ouais. Donc c'est vraiment une situation idéale pour le verger. Ouais. Et je vois que là-bas, tu as des ruches. Oui. Ça aide pour la pollinisation? Ah bah c'est monstrueux. Monstrueux. Alors on fait du miel et bon, on a disposé les ruches au-dessus du verger, à 10 mètres au-dessus du verger, enfin au-dessus des parties les plus hautes du verger, 10-15 mètres. Donc sur cette partie-là des ruches, on a une quinzaine de ruches. Ah oui, quand même. Ah ouais, donc pour la pollinisation, aucun problème. Voilà. Hein. Et dans la partie basse, là, en dessous, on a 5 ruches de plus. D'accord. Donc là, on voit, tu as mis des vignes. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis comme genre de vignes? Alors, les vignes, j'ai planté deux grandes catégories de vignes. J'ai planté des vignes achetées dans le commerce. Et je n'ai sélectionné que des variétés qui sont dites résistantes aux maladies. Ce qui me permet d'avoir du raisin sans aucun traitement. Je fais 0 traitement, ni même de bouillie bordelaise. Donc ça c'est la très grande majorité des vignes. Et une autre partie des vignes, ce sont des boutures qu'un voisin m'a offert en quantité, hein, il m'en a offert au moins 25. Et ces boutures-là, ces vignes-là, il les traite pas non plus. Donc là ça c'est des pieds de vigne Philippe. Ça fait du raisin noir un peu en forme de poirette. Et ça, ces vignes-là, elles ont été plantées l'an dernier. Elles ont été plantées à l'automne. Ah oui, puis ça démarre bien, là, tu as déjà du raisin. Et tu les as taillées la première année? J'ai fait une taille, oui. Alors la taille, c'est toujours la taille super sévère. Donc à l'achat, ces vignes-là, généralement pour... Oh, le chat. Ouais, ils sont partout, le chat. Généralement, ces vignes-là, quand elles sont vendues en pot, donc c'est en godet, en pot de 3 litres, ou en pot d'1,5 litre, je sais plus. Mais c'est des pieds qui sont assez grands en hauteur, ils font au moins 1 mètre de haut, pour que ce soit bien attirant au magasin. Et en fait, on sélectionne le rameau le plus important, on rabat tous les rameaux, et le rameau le plus important, on le rabat à 2 yeux. Ah oui, donc rabattu à 2 yeux, rabattu là. À mort. Là, on voit comment c'est rabattu, en fait. Voilà. Celui-là, il a pas beaucoup poussé, hein. Oui, mais ça, c'est parce que c'est une bouture de l'année. D'accord. Donc et la bouture s'enraciner. Ok. Et la bouture, c'est pareil, rabattue à 2 yeux. La bouture rabattue à 2 yeux. Ouais. Et celle-là, elle a été plantée en novembre. D'accord. Donc ça, c'est la partie bouturée. Ouais. Ça, c'est que des pieds issus de bouture. Ouais.
Donc ces boutures-là, elles ont un hiver. Ouais, donc et en pied de vigne, t'en as planté combien des pieds hein, sur sur le petit carré Ah, écoute, sur cette parcelle-là, je pense que j'ai 35 pieds de vigne. 35 pieds de vigne. Ouais, ah oui, 30 donc à 35 pieds de vigne. donc toi tout de suite, tu dis ok, je mets la vigne, j'attaque tout de suite, je mets 30 pieds, 35 pieds. Ouais. Mais avec un objectif de production qui est de combien alors? Je pense qu'à terme, au moins une dizaine de kilos par pied. Ouais, ça paraît raisonnable pour du raisin de table. C'est du raisin de table. C'est que du raisin de table. Que du raisin de table. Et la variété principale que j'ai sur ma parcelle, c'est de l'Ampélia Perdin. Perdin, oui. C'est une variété qui a été développée par l'INRA. Ouais. Oh, dis donc, il y a une quantité de fleurs. Là, on voit bien en gros plan les fleurs de la vigne. Hein. Ouais. Bon, tout ça, c'est pollinisé. On a les petits grains qui commencent à se former. Ouais. Alors, c'est pas trop pollinisé par les insectes. Un peu, parce qu'il y a un petit intérêt de pollen. Mais c'est pas très appétant pour les insectes pollinisateurs. Ouais. Et là, on est toujours sur des vignes qui ont 3 ans. Ah, ces vignes-là, ouais, elles ont 3 ans. Elles ont 3 hivers. Ah oui, donc on obtient quand même un sacré résultat au bout de 3 ans. Hein, oui. Avec un bon emplacement. Voilà, un bon emplacement. Voilà, celles-là, je les ai plantées en février 2017, ces vignes-là. Ouais. Ah, c'est magnifique. Alors là, j'ai un résultat, mais le résultat, je l'ai obtenu. Bon, le terrain est favorable. Et surtout, c'est la taille. Il ne faut pas hésiter à l'achat des vignes, de les tailler à mort. Mais alors, on a l'impression qu'on est en train de fusiller la vigne. Et en fait, il faut tailler. En fait, tu fais passer toute la vigueur de la plante par un seul bourgeon. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'idée, en fait. C'est de voir le développement du cep. Regarde le cep de vigne, entre février 2017 comme ça. Et le cep de vigne entre février 2017 et juin 2019. Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique. Donc c'est un développement tout à fait extraordinaire. C'est rapide et on a une mise à fruit avec cette méthode de taille qui est assez rapide. Donc on a des choses qui sont de l'ordre de l'anecdotique la première année. Ensuite sur un rang, l'année 2, on fait un petit cajot. Et puis cette année, l'année 3, bah, je sais pas. Ouais, il va y en avoir plein. Ça risque... Il y en a plein. Ouais. Alors là, j'ai taillé au-dessus des grappes, j'ai taillé à 2 feuilles. Ouais, tu tailles à 2 feuilles. Je taille à 2 feuilles. Et tu tailles à la fin du printemps à 2 feuilles. Ouais. Et j'ai dépressé les grappes les plus petites. J'ai déjà enlevé les grappes les plus petites. Non, d'accord, tu as déjà enlevé. Donc il y a un petit peu de travail de taille à la fin du printemps. C'est ça. Taillé à 2 feuilles, tu laisses 2 feuilles au-dessus de la grappe. Oui. T'enlèves les grappes qui sont les moins jolies pour concentrer un peu la vigueur sur les grappes les plus intéressantes. Exactement. Voilà. Et alors c'est bien parce que tu vois ta plantation, ça montre qu'on peut, même en conditions assez humides, hein, 1500 mm par an. Ici on est à combien? 600 mètres d'altitude? 550. Oui. 550 mètres d'altitude. En choisissant bien des variétés résistantes aux maladies, et on voit que sur ta vigne, il n'y a pas d'attaque de maladies, il n'y a pas de champignons. Hein. J'ai qu'un seul pied qui a une petite attaque de temps en temps, mais c'est tout. Mais donc en choisissant bien les variétés, on arrive à avoir du raisin en conditions assez humides, un peu en altitude, bon au moins du raisin de table déjà. Hein. Oui. Et en grande quantité. Je pense que cette année on devrait produire une quantité importante. Et tes pieds, tu les as palissés sur des... Alors ils sont palissés sur fil. Sur fil de fer. Et avec des poteaux qui sont plantés tous les 3 mètres à peu près. Donc plantés tous les 3 mètres et enfoncés de combien dans le sol? Ils sont enfoncés de 60 cm dans le sol. 60 cm dans le sol. Et de libre au-dessus, suivant les endroits, ça fait 1m40 à peu près. Il m'en reste 1m40, c'est des poteaux de 2 mètres. Tu vois, ce qui est intéressant, j'ai fait les bourgeonnages pour enlever les bourgeons, les premiers bourgeons, pour laisser se développer les bourgeons secondaires qui sont plus tardifs. Et alors, j'ai ébourgeonné, et dès que tu coupes à 2 feuilles, les bourgeons secondaires, paf, ils démarrent. Ils démarrent, ouais. Et alors, donc ça, c'est la préparation pour avoir les petits rameaux qui seront porteurs de raisins l'an prochain. Donc je vais dépresser, et je vais garder les rameaux les plus beaux, pour que le bois nouveau se développe sur ces rameaux.
et me sortent le raisin l'an prochain. Oui, donc l'idée c'est de pas avoir une liane qui s'étend à l'infini. Non. Regarde ce résultat, regarde les cèpes un peu que ça fait. Ah, c'est incroyable. Puis on voit que tu les as dépressés, hein, donc ouais, ils vont prendre la lumière. Et alors toute cette vigne et tous ces petits fruits, c'est pour l'autoconsommation. Ah, c'est que de l'autoconsommation. D'accord. Donc ton idée c'était en fait, en attendant que les grands arbres prennent de l'ampleur, Bah oui. d'avoir tout de suite du petit fruit. Bah, les grands arbres, faut être très patient. Alors les petits fruits, ça donne un peu plus vite. Pas beaucoup plus vite, mais un peu plus vite. Donc ça me gère mon impatience. Et voilà, ça se gère l'impatience. Exactement. Et alors là, on est à côté du kiwi. Alors le kiwi, ça marche bien ici. Moi, je sais que chez moi, c'est la région. C'est envahissant, c'est la région du kiwi. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme plantation sur le kiwi? J'ai planté 2 rangs de kiwis Eward et Tomori, donc c'est les kiwis mâles-femelles. Oui, c'est la variété classique, quoi. Voilà. Donc ceux-là, je les ai plantés à l'hiver, fin d'hiver 2017. Donc les grands là, hiver 2017. Ouais, hiver 2017. Et les petits, ici, ce petit, je les ai plantés cette année. Cette année. Printemps 2019. Oui, juste donc il y a quelques mois, quoi. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est petit là, c'est 0, enfin ça sort du magasin. Ouais. Et le même genre de taille, le même genre de plante, mais 2 ans après, c'est cette dimension. Voilà. Bon bah celui-là, il a un petit peu soif, mais bon. Oui, ils ont soif. Faudra ils s'enracinent. Il manque pas d'eau, mais ils ont un peu soif. Ouais. Oui, donc là, c'est 2 ans. Ça, c'est 2 ans. Ouais, avec un terrain assez favorable et une situation favorable parce que le kiwi, ça aime pas mal l'eau. Alors c'est sûr, si tu as 1500 mm, bah, tu vas avoir des grandes pousses. Hein. Là, on le voit bien. Hein. Tout ça, c'est la pousse du printemps. Hein. Oui. Donc la pousse du printemps, elle part de là. Et on voit, on a une liane qui fait 1m20, 1m30. Hein. Oui, on voit bien la différence entre les bois de l'an dernier, les bois outés, là, et puis là, les départs de l'année. Donc on a des pousses qui font jusqu'à au moins 1 mètre. Jusqu'à au moins 1 mètre. Minimum. Ouais. Parce que regarde, même plus. Celle-ci, tu vois, on est quand même, celle-ci, elle fait presque 2 mètres, je pense. Ouais. Tu vois, ça c'est une pousse de l'année. Et est-ce que tu as des fleurs déjà? Non, j'ai pas de fleurs. Non, pas encore. J'ai pas de fleurs. Peut-être l'année prochaine, en année 3. Sûrement l'année prochaine. Ouais. Il faut le temps qui s'installe. Donc, et bien sûr, faut pas oublier de mettre un pied mâle pour combien t'as mis un pied mâle pour par rang. Alors donc moi j'ai procédé par rang. Hein. C'est une logique de rang. Ouais. Sur chaque rang. Donc les rangs font 20 mètres de long pour cette partie-là du verger. J'ai mis 4 pieds de mâle, 4 pieds de femelle et 1 pied de mâle. 4 pieds de femelle, 1 pied de mâle sur chaque rang. 4 pieds de femelle, 1 pied mâle. Ouais. D'accord. Il n'y a que du Eward? Alors là, j'ai 2 rangs de Eward. Ouais. Et le petit qui est là, celui que j'ai planté cette année, c'est le... Attention, moment. Ça, c'est le Golden Kiwi. C'est variété jaune. Ouais, c'est kiwi jaune. Ah ouais, Golden Kiwi. Ouais, d'accord. Et tu m'embêtes, toi, hein? Allez, Cosette. Ouais. Ok. Mais ça fait des kiwis jaunes qui sont sucrés, hein. Très sucrés et un peu moins acides que la variété classique. L'idée, c'est qu'ici, par type de plante, je veux pas faire de monovariétal. Parce que je veux être sûr qu'en cas de pépin, j'ai de la diversité pour pas perdre toute une espèce et que j'ai toujours une variété qui survive s'il y a un problème. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de faire sur les kiwis, sachant que les kiwis, il n'y a pas beaucoup d'offres en termes de variété. Mais bon, c'est vrai qu'en général, en jardinerie, ils en vendent qu'une. Hein. Ouais, Eward Tomori. Hein. Ils vendent Eward Tomori ou alors ils vendent des autofertiles. Alors, tu sais, moi j'ai fait des essais il y a une dizaine d'années sur des autofertiles. Ça vaut pas un clou. Hein. Les retours que j'ai pu avoir de tout le monde hein, qui ont essayé l'autofertile, c'est vraiment le truc gadget qui est vendu partout. Mise à fruit, il faut une dizaine d'années. Ouais. Et puis tu vas avoir 1 kilo par an, tu vois. Oui, donc ça sert vraiment à rien. Et ce que je donne comme conseil quand on n'a pas assez de place sur le kiwi, hein, pour planter 2 pieds, c'est de les planter au même endroit, tout simplement. Ouais. Et là donc on voit des pieds de groseille. Alors ça c'est planté en 2017 aussi? Alors ça aussi ça a été planté en 2017. Avril 2017 les groseilles. D'accord. Et tu as obtenu ce résultat-là sans fertilisation du sol? Aucune fertilisation. T'as rien amené? Non, rien. D'accord, c'est déjà pas mal, hein. 2017, ça fait une belle pousse. Et on a déjà la mise à fruit qui démarre. Ouais.
Alors, ma première mise à fruit, je l'ai eu l'an dernier. Ouais. On a sorti quelques groseilles, de quoi faire une dizaine de pots de confiture. Et puis cette année, ça va être un petit peu plus. Donc tout est transformé en confiture? Oui, gelée de groseille. Gelée de groseille. Quand est-ce que tu les ramasses, les groseilles? Oh là, tu vois, on est le 20 juin, le 22 juin. Je vais les ramasser probablement cette semaine. Ah oui, c'est quand même assez, tôt en saison. Alors, comme j'ai beaucoup de variétés différentes, je vais les ramasser à maturité. Tiens, on va goûter une petite là. Là, tu vois, elle est à maturité quasi optimum. Ah ouais. Tiens, moi aussi, je vais goûter. Ah, c'est bon. Et dis donc, il y a un peu de sucre, hein. C'est pas mal. Hein. Oui. Alors, on va profiter de la prochaine semaine de grand soleil. On va gagner en sucre. Et on va gagner un peu en maturité pour les derniers morceaux de grappillon qui sont pas tout à fait mûrs. Ouais, tu vois. Mais la groseille, traditionnellement, c'est fin juin, début juillet la récolte, en fonction. Hein. Plutôt début juillet dans le nord, enfin mi-juillet, et puis fin juin dans le sud. Et t'es pas trop embêté par les oiseaux? Non. Non, ici, j'ai pas trop d'oiseaux qui viennent me parasiter mes groseilles. Ouais. Et en groseille, là, c'est cette plantation 2017? Oui. T'as mis combien de pieds? Écoute, il y en a tellement que j'ai un peu perdu le compte. Je pense qu'on en a en tout, tous les rangs compris, au moins 50 pieds, peut-être plus. On voit le chat dans les groseilliers. Ça chahute dans les groseilliers. Hein. Alors celui-là, il est intéressant. Ça, j'en avais pas vu souvent à la vente. C'est des groseilles roses. Celles-ci. Ah oui. C'est pas qu'elles sont pas mûres. Alors elles sont un peu moins mûres que les autres. Mais ce sont des roses. Celles-là, à maturité, elles seront pas rouges, elles seront roses. Ah oui, d'accord. Groseille rose. Oui. Ça, c'est marrant. Je savais qu'il y avait des blanches. Bon, ça, c'est la classique. Hein. Ça doit être la... Ça, je crois que c'est Versaillaise rouge, non? Non. Ça, c'est de la jonquère. 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 Bon, on mettra peut-être dans les commentaires quelques variétés que tu trouves intéressantes sur les groseilles. Alors, je peux te dire tout de suite, dans celles qui marchent vraiment le mieux, hein, Jonquère, London Market et Versaillaise rouge. Vincent, j'aimerais que tu me dises un mot sur ton carnet de plantation. Alors, à quoi ça sert un carnet de plantation? Ça sert à se souvenir de ce qu'on a planté et quand, et à quel endroit, évidemment. Alors moi, c'est les bons souvenirs parce que je sais où j'ai acheté les plants, ou bien si on me les a offerts, parce que tu m'en as offert, d'autres personnes m'ont offert des plants, ça m'aide à me souvenir de qui m'a offert quel plan. Et ça me permet de bien répertorier ce qui marche le mieux pour pouvoir effectuer mes boutures. Pour moi, c'est ça le plus important. Ça te permet de faire un suivi pour savoir qu'est-ce qui marche le mieux chez toi. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire ensuite, tu vas savoir, tiens, ça marche, on multiplie, ça marche pas, on laisse tomber, etc. Exact. Voilà. Et là, je vois que hors plantation, tu as fait des petits essais de myrtilles. Ça, c'est des essais de myrtilles d'Amérique. Donc, il y a les 3 que tu m'avais offerts. Ouais. Je crois que c'était des patriotes, il me semble. Darro, patriote. Darro. Et j'ai acheté cette année une autre variété. Alors, si c'est pas la patriote, c'est la Darro. Faut que je cherche dans le carnet. Et non, elle est en avance par rapport à chez moi. Hein. Oui. Alors celle-ci, ça, c'est les 2 restes parce qu'on a déjà récolté. T'as tout pris déjà. On a déjà tout mangé. Ça arrive pas jusqu'à la cuisine, les myrtilles. Hein. Non. Ça, c'est réservé aux jardiniers. C'est réservé aux jardiniers. Ouais, c'est pareil chez moi aussi. Et alors, ces myrtilles, donc là, j'en ai planté 6 pour faire un essai, pour voir si ça se développe dans ma terre. Ah oui, parce que le myrtillier, il y a pas mal de variétés qui ont besoin d'acidité. C'est ça. Et puis, t'avais pas envie de t'embêter à mettre des fosses remplies non, parce que, en fait, si ça fonctionne, terre de bruyère, si ça fonctionne dans ma terre et que ça produit et que c'est un goût agréable, alors le goût est agréable, ça a l'air de fonctionner. À ce moment-là, je vais faire un rond. Donc, moi, je suis toujours dans ma logique de rond. Là, les 6 qui sont là, ou je les déplace pour les mettre dans un autre rang, ou je les laisse et puis je bouture. À déterminer, mais je ferai un rang de myrtilles. Donc avec peut-être un pied tous les 1,50 m. Donc le tarif de base sur un rang, c'est combien? C'est 20? Ça va être une vingtaine de pieds. 20 pieds. Parce que les prochains rangs, ils feront 30 mètres au lieu de 20. Donc pour 20 pieds, 10 de chaque variété, mettons. Alors tu vois, c'est ça que je trouve intéressant dans ton verger, c'est que contrairement à ce qu'on peut voir chez certains, il y a une phase d'essai où tu mets 1 ou 2 pieds, 1 ou 2 variétés, et puis quand tu as un test qui est qualifié, tu passes tout de suite sur grosse prod.
famille nombreuse, on consomme des fruits, on aime ça, donc voilà, faut produire. Il faut produire, voilà, en autonomie, il faut produire. Ça, c'est pour faire prendre conscience aux gens que on mange beaucoup quand même sur une année. Comme il y a de personnes dans le foyer, tu multiplies le nombre de repas par le nombre de personnes, par le nombre de jours par an, et ça fait beaucoup. Donc, faut viser des productions quantitatives. Voilà. Donc, pas juste un petit pied de chaque, sinon... Bon, moi je suis resté dans cette logique de faire des essais pour après faire en grand. Alors là, on est sur la partie grands arbres. Oui. Oh là, il y a les abeilles qui sont pas bien loin là. On va pas se faire piquer. Non, non, ça craint pas. Ça craint pas? Ça craint pas parce que là, elles nous passent au-dessus de la tête. On va pas gêner les planches d'envol, donc il n'y a aucun souci. Et tu vois, là, on est à 5-6 mètres, 7 mètres des abeilles. Donc là, avec ça, on a une pression de pollinisation maximum sur les fruitiers. On est au maximum. Et alors là, on est sur une plantation que tu as faite cet automne. Oui. Ça, c'est les tout derniers plants. Donc ça, c'est des rangs de... Ça, c'est un rang de plaques miniers. De plaques miniers, oui. Voilà. Bon, il a eu un peu soif, ton plaque minier, mais apparemment, il est reparti au-dessus du porte-greffe. Ouais, celui-là... Le plaque minier, c'est un arbre qui a tendance à sécher quand il manque d'eau. Ouais. Et à repartir plus bas. Alors c'est pas forcément un problème. Simplement, tu vois, regarde par exemple là ici, tu as ton niveau de ton porte-greffe. Ouais. Tu as quand même intérêt à couper ça. Tiens, regarde. Ces rejets-là. Parce que si ce sont des rejets qui viennent sur la partie porte-greffe, non ça c'est bon, ça tu laisses. Tu vois, la greffe elle est ici. Et là il repart de plus bas. Bon, il a peut-être un peu soif. Mais bon, en même temps, tu lui laisses un petit peu de douleur pour qu'il se fasse de la racine. Je favorise cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'on a un paillate en toile à talus qui fait 50 cm² ou un peu plus, pour qu'il n'y ait pas de concurrence pour l'enracinement avec les herbes. Et moi, je favorise toujours un arrosage naturel, donc pas d'arrosage pour qu'on ait l'enracinement le plus profond possible. Donc évidemment, si cette année on part en canicule terrible, les plus jeunes, je vais les arroser. Donc ils sont quand même un peu à la dure. Oui, ils sont à la dure. Ouais. Mais moi, une fois passé les 2 premiers hivers, après, je sais que ces arbres-là, j'aurais jamais besoin de les arroser. Ouais. Avec le risque peut-être que tu en perdes quelques-uns. C'est le risque. Ouais. C'est le risque. En même temps, l'avantage, c'est que si tu es sur du sion à racine nue, tu vas payer ça par correspondance 15 €. Ouais, même moins. Même moins, donc tu as un peu de perte, ça fait partie du jeu, quoi, on va dire. Et là, on retrouve t'avais mis un tube, je crois, et puis finalement, tu l'as enlevé, comme ça repartait du pied. Exactement. Donc, on retrouve les conseils que je donne habituellement, c'est-à-dire le tube pour protéger des rongeurs, et bien sûr le piquet qui va bien pour faciliter l'enracinement en cas de vent. Exactement. On va aller en voir d'autres qui sont plus... Ok, ça marche. De meilleures illustrations. Mais... Alors ok, celui-là, il a l'air de démarrer un peu mieux. Oui. On retrouve le tube, le piquet, comme on disait tout à l'heure. Et il a l'air de se débrouiller un peu mieux. C'est quoi la variété là? C'est toujours du géant fouillou. Géant fouillou. Géant fouillou. Ouais. Bon, géant fouillou, c'est un plaque minier qui donne des gros fruits qui peuvent faire jusqu'à 500-600 grammes. C'est des grosses balles de tennis. Même plus grosses que, c'est presque aussi gros qu'un pamplemousse. Enfin, un petit pamplemousse quoi, comme taille. Alors, en plus, c'est très beau. En plus, c'est très beau en hiver. Très beau. Ouais, c'est vrai. Alors là, tu me dis, c'est des pommiers qu'on t'a donnés? Oui, c'est des variétés du pépé du coin. Voilà, c'est le pépé du coin. Et il avait fait des greffes en quantité, et puis il en avait un peu en surnombre. Donc comme il fait des ruches, on a toujours le plaisir de discuter. Et il m'a offert deux pommiers. Voilà. Qui sont sur M109. Exactement, sur M109. Ah oui, donc c'est un porte-greffe qui est quand même assez vigoureux. Oui. Et tu vois, on a une pousse. Ça, c'est la pousse depuis que je l'ai mis en terre. Ouais. Et petite pousse de l'année, oui. Voilà. Et donc celui-là, j'ai suivi tes conseils. J'ai fait la taille pour démarrer les. Oui, tu as enlevé la tête. Exactement.
Tu as enlevé la tête pour qu'il fasse tout de suite un démarrage de 3 branches. Exact. Qui vont être les 3 charpentières qu'on retrouvera dans quelques années quand il se mettra à fruit. Alors tu vois toute cette partie-là, le bas là, oui. C'est pas indispensable de garder cette végétation. Je le après. Bon, tu le plumeras plus tard, hein, oui. Mais si tu veux vraiment dire bon, je démarre sur 3 branches, bon bah plus tard tu nettoieras. Hein. Et là aussi, ça c'est le deuxième. C'est le deuxième. Ouais, faudrait quand même que tu demandes à ton pépé quelle variété. Hein. Bah ouais. Je suis pas sûr qu'il le sache lui-même. Il le sait pas, c'est la pomme du coin. C'est la pomme du coin. Et il t'a dit c'est une pomme comment? Il faut que je lui redemande, je me souviens plus de ce qu'il a dit. C'est pas la variété qui se conserve super bien, non? Non, c'est pas celle-là. Mais celle qui se conserve super bien, je vais essayer de faire des boutures cet hiver, enfin des boutures dessus, pour aller les greffer. Tu veux dire prendre des prendre des greffons au mois de décembre, mois de janvier? Voilà, prendre des greffons. Ouais. Et ça fait une pomme de garde extraordinaire qui est très dure, rouge. C'est pas la pomme d'enfer? C'est peut-être la pomme d'enfer. Ah, je te montrerai le catalogue. C'est peut-être la pomme d'enfer. Elle est réputée comme étant conservable jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin en cave. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Le pépé qui nous en avait donné. Et très résistante il y a quelques années, parasites. On les avait gardés des mois. Ouais. Des mois. Des mois, c'est-à-dire presque jusqu'à la fin du printemps, quoi. Jusqu'à la fin du printemps. Oh la vache, dis donc. Ah, il y a des vieilles variétés comme ça qui sont extraordinaires. Hein. Ouais. C'est dommage qu'on ait eu un tel appauvrissement des variétés. Les variétés anciennes, elles ont d'autres qualités que celles qu'on trouve en magasin aujourd'hui. Les principales variétés qu'on trouve en magasin, elles sont sélectionnées pour résister au transport et puis pour être jolies dans le magasin. Hein. Oui. Après, si c'est pas bon, on s'en fout. Si c'est pas bon ou si ça pourrit dès que c'est rentré à la maison, tout le monde s'en fout. Ouais, tout le monde s'en fout, ouais. Alors que les variétés anciennes, elles étaient sélectionnées par les agriculteurs qui, selon leurs propres critères, hein, résistance aux maladies, possibilité de les conserver dans la cave, le goût aussi, bien sûr, qui est important. Généralement, les fruits anciens sont moins sucrés aussi, tu sais, et parce qu'ils étaient beaucoup plus utilisés pour la transformation. On avait moins accès au frigo, en fait. Ouais. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Mais peut-être que je vais pouvoir te le dire sans que tu me le dises. On fait un quiz. On fait un quiz. Ça, c'est pas Ronde de Bordeaux? Gagné. Ah, tu vois, je la reconnais. Alors, Ronde de Bordeaux, c'est une variété que je recommande assez souvent. L'avantage, c'est qu'elle a une maturité début septembre. Donc, en zone humide comme chez toi, par exemple, on évite les pluies de la fin du mois de septembre, puisqu'on récolte avant. Et la pluie, elle fait éclater les fruits. L'autre avantage de Ronde de Bordeaux, c'est qu'on peut la sécher. Elle est apte au séchage. Et les fruits sont assez petits, donc on les sèche facilement dans des séchoirs solaires ou dans des fours. Bah, moi, c'est ce que je veux en faire. Je veux faire de la figue sèche pour continuer de faire du pain aux figues, mais avec mes figues maison. Voilà, donc toi, ton objectif, c'est sécher, principalement. Séchage, hein. Principalement, séchage. Ouais. Donc Ronde de Bordeaux, ouais, c'est une valeur sûre. Ouais. Et elle marche même dans le nord de la France, la Ronde de Bordeaux, parce que justement, elle est unifère, tu vois. C'est une variété unifère stricte. Donc les figues viennent sur le bois de l'année, et ça évite généralement les gelées de printemps. Quand on a une variété bifère, la première récolte qui vient en juillet, elle peut être perdue si on a des grosses gelées. Et dans le nord de la France, la deuxième récolte, elle vient pas à maturité parce qu'il fait pas assez chaud l'été, tu vois. Donc t'as rien en fait. Même si ton arbre grandit, au printemps, tu perds la récolte de juillet parce que il gèle, et à l'automne, tu perds la récolte soit parce qu'il a trop plu, soit parce qu'il n'y a pas eu assez de chaleur, ça vient pas à maturité. C'est saison trop courte. Saison trop courte, voilà. Alors, Salviote, c'est une variété apte au séchage qu'on retrouve dans le Gers et qui était séchée traditionnellement dans les fours à pain. D'accord. Dans les fours à pain, tu sais, à la fin de la cuisson, il reste un petit peu de chaleur dans le four. Et là, on enfournait des plateaux de Salviote. Alors, une variété unifère aussi, une variété qui vient à maturité au mois de septembre, et puis je crois qu'elle est blanche. Hein. Ah, je sais pas. C'est elle est blanche jaune. Hein. J'attends de voir des fruits pour te dire. Mais ça devrait pas tarder. Ça va être la surprise. Voilà. Ça, c'est de la Salviote. Salviote. Alors, ça, c'est la variété Noire de Carombe, celle-là. Noire de Carombe. Ouais.
Noir de Carambe, c'est une petite figue noire qui est en forme de poire, qui doit être bifère. Hein. Je pense qu'elle est bifère, on vérifiera. Ouais. Et variété qui a besoin d'un peu plus de soleil, peut-être que Ronde de Bordeaux, pour venir à maturité. Alors c'est bien que toi tu sois sur un coteau plein sud. Ah ouais, coteau plein sud. Ouais, bifère, donc une récolte en juillet, une récolte plutôt mi-septembre, fin septembre. Voilà, bon, Noir de Carambe. Et t'en as d'autres? Ouais, allez, on continue. Alors là, on est devant un plaque minier, hein? Ouais. Et tu me dis, t'as trouvé... Alors celui-ci... T'as tes premières fleurs là qui arrivent, hein? Ah, on les voit bien, là. Kaki pomme. Ah, dis donc, hein, les abeilles, elles nous tournent autour, hein? Ouais. On va peut-être pas pouvoir rester, hein. Ah oui? Elles t'aiment pas? Non, mais hier j'ai fait des travaux sur les ruches, alors oui. je sens peut-être un peu le venin. Tu sens le venin. Donc ça, c'est Fouillou. On voit. Hein, Tu l'as planté quand? Pareil, en 2017. 2017. Hiver 2017. Et alors, tu commences à avoir une petite mise à fruit, dis donc. Ouais. Bon, en général, le plaque minier, ça rentre à fruit, c'est assez long, hein. 5-6 ans, hein, pour avoir une vraie prod. Mais un plaque minier adulte, ça peut donner jusqu'à 50 kg par arbre. Hein. Eh ben, Donc, dans la mesure où j'en ai au moins une dizaine de plaques miniers. Bah, tu vois ce que ça pourra donner dans quelques années. Si ta plantation est réussie, tu seras sur 500 kg en fait. 500 kg par an. Bon, on va s'éloigner un peu des abeilles parce qu'apparemment, on va regarder les pêches. elles s'agitent. Et là, on va pas y aller à cause des abeilles. Hein. Là, on est sur pêche de vigne. Ouais. Variété greffée ou Variété, provenant de noyau? pas de greffe. C'est du noyau qui est tombé et qui a germé et qui a sorti des arbres comme ça. Alors, il y a quelques fruitiers qui peuvent être multipliés par noyau, avec une certaine fidélité entre le pied mère et puis le résultat obtenu, et notamment la pêche de vigne. Et bien voilà. Donc là, c'est des pêches de vigne qui viennent de chez un voisin, qui est à 2 km de chez moi. Et c'est lui qui a fait pousser les noyaux ou c'est toi? Ils sont tombés, et ça a poussé au pied, et quand il a déplanté ces trucs-là, il me les a donnés. Voilà, donc il s'est dit, oh tiens, ça germe le Exactement. plus naturellement du monde. Et il en a donné à 2 voisins. Il en a donné à tout le monde. Donc 5 pieds chez moi. Ouais. Donc tu as 5 pieds de pêche des vignes. Ouais. Ok. Et alors ta pêche de vigne, donc c'est 2018 ouais. que tu l'as plantée. Avril 2018. Donc elle a un hiver. Un hiver. Et ouais, elle a bien poussé. Là, on voit quand même ouais. la vigueur C'est très vigoureux. du franc. Hein. Donc ça avait un hiver, ça avait germé chez mon voisin. Ouais. Sur l'année. Et donc cette plante-là a passé un hiver chez le voisin et un hiver chez moi. Donc cet arbre-là a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ça. Alors là, ce sont les grands arbres, c'est-à-dire ceux qui ont été plantés par le prédécesseur. Le propriétaire qui était là avant toi. Ouais. Ouais. Et qui est arrivé ici en 1923. 1923, ouais. Donc il y a quelques vieux arbres hein, à renouveler. Oui, c'est à renouveler. Voilà. Alors dans les vergers, souvent il y a des vagues de plantation. Ouais. Donc quand ton prédécesseur est arrivé, ou un petit peu après, il a planté des poiriers et on voit ce que ça donne un poirier haute tige. Hein. Il arrive on est à 15 mètres d'eau. Ouais, celui-là, il fait des montagnes de poires. Il fait des montagnes de poires, mais tu les récoltes, comment tu fais? Non, celles-là, je les donne, mais non. Il faut une échelle de pompier. Hein. Ouais. Et récoltées au sol, elles sont trop matures, on ne peut pas les consommer. Donc je sais pas comment faire pour récolter ces poires. Bah peut-être les branches du bas, puis c'est tout. Quoi. Ouais. En tout cas, c'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête, ouais. Magnifique. Poirier franc, c'est un développement fou. Bah le poirier, il a envie de pousser en hauteur. Hein. Ouais. Alors pour ceux qui aiment le cidre, on peut mettre de la poire dedans. Tu peux couper le cidre avec de la poire. On a toujours le droit de s'appeler cidre, même quand on met de la poire dedans. Et il faut mettre quel pourcentage pour que ce soit sympa? Je sais pas. Je sais moi j'ai toujours mis un peu de poire dans le cidre. Toujours un peu de poire. Ouais, quand j'ai des poires, je mets des poires. D'accord. Ça sucre, ça donne un petit goût supplémentaire. De toute façon, le cidre, c'est un assemblage de fruits. Donc tu as forcément au moins 3 variétés de pommes. Et si tu peux en mettre plus, et si tu peux mettre des poires, tu vas avoir un goût plus riche. Allez. Voilà, donc là, on est sur un vieux pommier. Hein. Ouais.
Oh, il doit avoir au moins, je sais pas, 30 ans. Hein. Et avec ces pommes-là, et puis les autres qui sont dans le verger, dans les parties anciennes du verger, on fait le cidre d'ici. Et donc ce qui m'intéresse avec ce pommier-là, c'est de récupérer des greffons pour pouvoir sauver ces variétés. Donc je connais pas le nom, mais ce sont des variétés qui marchent sur mon terrain. Donc moi je veux faire perdurer le génome de tout ça, parce que c'est adapté au lieu. Et je vais planter ça sur porte-greffe, on va greffer ça sur porte-greffe M106, qui est un porte-greffe adapté à la pluviométrie qu'on a ici. Donc ça va me permettre de pouvoir sauver ces variétés anciennes qui me font un cidre qui est délicieux. Alors l'avantage de ça, c'est que le goût du cidre que je vais obtenir, je le connais déjà, parce que je l'ai déjà testé avec mes pommiers anciens. Ouais. Donc on va faire un copier-coller des pommiers anciens. Et on va arriver à faire une production à terme plus importante, bon, parce que là on a une quinzaine de pommiers qui sont tous vieux et bons à renouveler. Donc faut. Ça fait des pommes un petit peu sur cette variété. On dirait que tu as des pommes qui sont un petit peu allongées, tu sais. Elles sont ça ressemble en forme de poirette, un peu comme museau de lièvre. Comme museau de lièvre. Alors je sais pas si c'est museau de lièvre. Et alors, tu m'as dit qu'ils ont été un petit peu attaqués à un moment donné parce que tu as laissé les chèvres, les moutons. J'ai les chèvres et les moutons qui m'ont attaqué les écorces de ces pommiers. Elles se sont échappées en fait un petit peu de l'enclos. Ben, ça, c'est le problème des bêtes. C'est d'arriver à faire des enclos qui sont suffisamment puissants pour résister à tous ces animaux qui veulent manger nos fruits. Les fruits ou les écorces de l'arbre. Exactement. Et un arbre comme ça, si effectivement il est trop écorcé, en particulier si tu as toute une couronne autour de l'arbre qui il est destiné à mourir. Il est destiné à mourir, ouais. Et là, effectivement, on voit que ce pommier, il a été bien écorcé. Hein. Ouais. Alors, bon, il a une face qui conserve de l'écorce, là, qui est intègre. Et là, on voit une attaque superficielle, où là, l'arbre se reprend et refait de l'écorce de surface. Et là, on voit un bourrelet cicatriciel qui est en train de se former. Donc ça, c'est un bourrelet qui a 1 année. Hein, l'attaque, elle a eu lieu l'an dernier. On le voit bien, le bourrelet. Ouais. Dis donc, mais il se défend comme il peut, hein, mais là, il a pris cher. Hein. Et oui, alors ces arbres-là, il faut les sauver. Au moins sauver leur génome. Ok, bah c'est ce qu'on va essayer de faire. Et alors là, tu as la chance d'avoir des noyers incroyables. J'ai 4 noyers magnifiques, comme celui-là. J'en ai 4 qui sont superbes comme celui-là. Ouais. Et qui sont vraiment très généreux en noix. On en a des quantités, on n'arrive pas à tout manger. Ah, et donc autonome, 100% autonome en noix. Complètement autonome en noix. Complètement autonome en noix. Bon alors dis donc, t'es pas embêté par les touristes ici, hein? Non, pas de touristes, c'est le calme olympien ici. Merci Vincent pour cette belle visite. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.